Bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée du 8 mars 2022. Dans ce 13h, nous allons à la rencontre de deux déplacés internes de Kaya, Mohamed Pafandlam et Issa Kassawadgo. Ils voient en l'avènement du MPSR au pouvoir une belle opportunité pour retrouver leur village d'origine. À noter que la crise sécuritaire a poussé ces déplacés, tout comme d'autres, à abandonner leur village pour sauver leur vie et celle de leur famille. Présidentielle en France, 12 candidats officiellement sur la ligne de départ. La liste des noms a été dévoilée par le Conseil constitutionnel hier. Il fallait obtenir 500 parrainages pour prétendre à cette course à l'Élysée. La liste des candidats en fin d'édition. Hier, lundi, soit 48 heures après la formation du gouvernement Ouédraogo, le chef de l'État a rencontré l'ensemble des ministres. Occasion pour le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'inviter les ministres à travailler dans la vision de la charte de la transition pour répondre aux préoccupations des populations. Préoccupations connues de tous, la sécurité et le retour des personnes déplacées internes. Abdourahim Yénié, premier reportage de ce 13h. Premier conseil des ministres effectifs ce lundi au palais de Kosiam du gouvernement Albert Ouédraogo. Une rencontre qui aura duré environ 1 heure de temps et qui a permis aux 25 ministres de la transition d'échanger avec le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a donné des instructions aux membres du gouvernement et les a invités à se mettre à la tâche. Les ministres ont pour leur part affirmé leur disponibilité et leur engagement à travailler pour répondre aux priorités définies par la charte de la transition. Ces priorités, vous les connaissez déjà, à savoir la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives. Nous avons, mon équipe et moi, pris l'engagement devant le chef de l'État de travailler avec abnégation à soulager les souffrances des populations et de restaurer notre pays dans ses limites territoriales. En plus de cette restauration du pays dans ses limites territoriales, le gouvernement de la transition devra engager des réformes pour assainir l'administration et réduire le train de vie de l'État. Et sur ce chantier, le chef de l'État attend du gouvernement Albert Ouédraogo des valeurs d'intégrité et de solidarité pour l'atteinte des objectifs. Il a insisté sur un certain nombre d'attentes, mais également sur un certain nombre de valeurs qui doivent guider l'action gouvernementale. Il s'agit de l'intégrité, de la loyauté, de la rigueur, de la solidarité, de la collégialité et de l'exemplarité. Il a insisté surtout sur la nécessité de la réduction du train de vie de l'État à travers la suppression de certaines activités non essentielles et une utilisation rationnelle des ressources de l'État. Pour la réussite de la transition, le Premier ministre a appelé à un sursaut patriotique et invité tous les Burkinabés à soutenir cette transition pour l'atteinte des objectifs axés sur la sécurisation du territoire, le retour des déplacés dans leur localité d'origine et la refondation de la nation. On reste dans le cadre de ce premier contact des membres du gouvernement. Les échanges à huis clos ont duré environ 1 heure. À l'issue de la rencontre, les journalistes reporters, malgré leur détermination, n'ont pas pu soutirer un mot au ministre présent. Le récit de Serge Kabouré. 1 mois, 17 jours, c'est le temps qu'il aura fallu au palais de Kosiam pour retrouver une ambiance de conseil des ministres. Ainsi, ce 7 mars, c'est dans une atmosphère aux allures de rentrée des classes que les 25 ministres du gouvernement Albert Ouédraogo arrivent au hall de la salle polyvalente du palais de Kosiam. À bord de véhicules de fonction ou de véhicules personnels, les nouveaux ministres se succèdent. La concentration est au rendez-vous ici dans la salle.
Un silence holistique est présent, à l'exception des clichés des photographes et les mines sur les visages des différents ministres en disent long. Pour certains comme Yero Boli ou encore Aimé Barthélémy Simporé et même Lionel Bilgo et Valérie Kaboré, un air décontracté est affiché. Le sourire est aussi au rendez-vous en ce premier jour chez d'autres ministres à l'image de celui de la fonction publique, Bassolma Bazié. Choisis sur la base de leurs compétences, selon les mots du chef du gouvernement, les 25 ministres ont la confiance des autorités. Ces membres sont pour la plupart des techniciens de leur domaine et capables d'impulser une nouvelle dynamique dans la construction d'un Burkina nouveau que le président du Faso et le peuple burkinabé appellent de tous leurs vœux. Après une heure d'échange à huis clos, les ministres quittent la salle. Notre tentative d'arracher un quelconque mot est restée vaine. Impossible d'avoir une quelconque réaction de la bouche de ces messieurs et dames, dont la plupart sont des habitués de la prise de parole médiatique. Visiblement, instruction a été donnée aux ministres de ne pas piper mot aux journalistes. Escortés pour certains, comme ici avec Bassolma Bazié, silence sera total. Les reporters que nous sommes insistons, mais rien, ils ne parleront pas. Surtout que pour le moment, le gouvernement n'a pas encore son porte-parole officiellement désigné. Non, moi je n'ai rien à dire. Non. Quand même, deux mots, juste. Deux mots, s'il vous plaît. Vous êtes très attendu, monsieur le ministre. Dites quelque chose, monsieur le ministre. Donc, vous êtes très attendu. Moi, je sais donc, ce sont des ordres militaires ou quoi? Personne ne parle. Vous aurez des choses, monsieur le ministre, de vos postes. Vous mesurez le poids des attentes qui viennent. C'est clé au Burkina Faso ici. Quelles seront vos grandes lignes? Moi, c'est à l'occasion du 8 mars. Non, merci. Qu'est-ce que vous dites à l'occasion du 8 mars? Non. Qu'est-ce que les femmes doivent attendre? Le silence, madame. Madame, vous donnez le silence aux femmes à la veille de la fête? Madame, dites quelque chose. Non, c'est bon. Vous avez reçu des consignes de ne pas parler? Non. C'est bon pour aujourd'hui. On reviendra vers vous. Alors, on n'entendra rien. Merci. Dites-nous quand même quelque chose. Merci. Et je vous reviendrai bientôt. Bientôt, hein? Ouais, je vous reviendrai bientôt. Ok, ça marche. Donc on compte sur vous, hein? Ouais. Voilà. Le gouvernement étant en place, les yeux sont donc désormais rivés vers la liste des 71 membres qui doivent siéger à l'Assemblée législative de la transition ALT, voulue par la charte de la transition adoptée par les assises nationales. Voilà, le Burkina Faso dispose donc d'un gouvernement de la transition, un gouvernement composé d'une équipe de 3 militaires et 22 civils, dont 6 femmes et 2 ministres délégués. Parmi cette équipe de civils, on note l'entrée de Bassolma Bazié dans ce nouveau gouvernement, syndicaliste et ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina. Quel est le regard des Burkinabés par rapport à sa nomination et quelles sont les attentes du citoyen lambda vis-à-vis de ce nouveau gouvernement? On écoute l'analyse de quelques Burkinabés qui s'exprime au micro de Mamidri Anakamabo. Il y a quand même pas mal de valeurs à l'intérieur du gouvernement. Bon, c'est des hommes qui sont connus dans leur domaine, qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, mais je pense que le gouvernement, c'est une autre expérience que nous leur souhaitons de réussir. Parce que nous avons tous intérêt à ce qu'ils réussissent. S'ils ne réussissent pas, je pense que nous tous, on va en pâtir. Moi, je souhaite à ce ministre de la Justice qui vient d'être nommé, il n'a qu'à refouiller et revoir les tiroirs qui sont cassés par des dossiers, qui sont mélangés par des mains sales. Car la justice ne travaille pas dans l'honnêteté. Si la justice travaillait dans l'honnêteté, les Burkinabés n'allaient pas vivre dans cette merde-là. On attend encore plus, surtout la sécurité, surtout vers chez nous, le Sahel, Gorom et un peu les environnants de Ouagadougou aussi, qui sont un peu menacés. Bon. Mais je pense qu'on espère que ça change. Et ils vont faire de leur mieux pour que ça puisse avancer. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, le pays est, je ne vais pas dire quelque chose qui ne va pas, mais quand même, on est dans les difficultés. Et je pense qu'avec ce gouvernement, nous osons croire
qu'ils vont nous faire quitter l'ornière. Et pour dire que d'ici, moi je les donne d'ici 3 mois, on va voir quelque chose. Pour Bassolma Bazé, je dis que je pense que c'est le ministre qui risque d'avoir le plus de difficultés parce qu'il est passé d'un côté à l'autre. Il ne peut pas se dénier, il ne peut pas dire que ce que lui il demandait là est irréaliste. Il faudra qu'il travaille à satisfaire toute la plateforme revendicative que les travailleurs viendront à lui présenter. Et ça risque d'être chaud, mais on lui souhaite de réussir. Moi personnellement, je lui souhaite bon courage, que tout ce qu'il a pu dire étant au niveau syndical, qu'il puisse les réaliser. Nommé le 5 mars dernier au poste de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé a été installé ce lundi 7 mars dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Il vient poursuivre donc la mission qui lui était confiée sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré avec d'autres responsabilités à sa charge, celle du ministre d'État. Les détails de Sanata Siré. Au nom de leurs excellences, Monsieur le Président du Faso et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre d'État. Ainsi, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé est officiellement installé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Un poste qu'il dit accepter après avoir mesuré les enjeux et exigences qui s'imposent à la nation. Le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé est conscient de sa mission et des attentes des Burkinabés et entend relever ces défis avec patriotisme. Cette mission que j'accepte volontiers est pour moi la marque du patriotisme qui a jalonné tout mon parcours d'officier, de chef militaire et de haut cadre des forces armées nationales. Si j'ai fait le choix de répondre à l'appel du MPSR ainsi qu'aux attentes de notre nation en péril, c'est bien à raison des fortes convictions qui sont les miennes. Même s'il est vrai que ce retour à la fonction s'apparente à une continuité, j'ai bien conscience qu'il s'agit d'une mission d'une toute autre exigence, celle d'un contexte historique marqué par une volonté de rupture et de refondation pour satisfaire aux profondes attentes de notre vaillant peuple. Tout en remerciant les nouvelles autorités pour leur confiance, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants a réaffirmé sa détermination à accomplir cette nouvelle mission pour une bonne réussite de la transition conformément à l'agenda et à la charte adoptée. Et pour la réussite de cette mission à lui confier, il compte sur l'accompagnement de tous. Je voudrais exprimer ma très grande reconnaissance pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à moi. J'en mesure toute la profondeur autant que les exigences qui en découlent. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda de la transition, vont s'ouvrir de grands chantiers au sein des forces armées nationales. Je voudrais donc lancer un appel aux différents personnels des forces armées nationales pour m'accompagner dans cette mission. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé a du reste réitéré au chef de l'État son attachement aux idéaux de la transition. Le général Simporé, faut-il le rappeler, était le premier militaire à être appelé au gouvernement et à occuper le poste de ministre de la Défense nationale sous le pouvoir de Roch Kaboré. L'avènement du pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président du Faso et président de la transition, sonne comme un espoir pour les déplacés internes de Kaya. Mohamed Pafannam et Issa Kassawadgo, tous déplacés internes venus respectivement de Pensa et de Namisma, par exemple, nourrissent l'espoir de retourner chez eux. Michael Tougri les a rencontrés à Kaya, ville qui les a accueillis. Ces deux personnes déplacées internes lancent chacun un cri de cœur à l'endroit des nouvelles autorités du Burkina Faso. Regardez. Contraint de quitter son village Namixman sous l'action des groupes terroristes, Issaka Sawadogo a toujours en mémoire les affres de ces groupes armés. Intimidation dès les premiers instants, les groupes armés ont fini par mettre leurs menaces à exécution. Ils sont venus trouver mon petit frère à la maison et ils l'ont tué. Ils sont partis avec mes chèvres, mes bœufs, ainsi que pour mes autres frères.
chèvres, bœufs, tout ont été emportés par les terroristes. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait qu'ils ont tué mon petit frère. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il a trouvé gîte et couvert en tant que personne déplacée interne ici à Kaya. Nostalgique de son amixement natal, Isaka Sawadogo lance un appel au lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Nous demandons de l'aide, puisque nous sommes impuissants. On n'a jamais vécu cette situation. On est quitté en amisquement et on veut repartir en amisquement. Que le gouvernement nous vienne en aide parce que la situation est assez difficile pour nous. C'est vraiment la tristesse pour nous les PDI. On ne sait pas où aller. Nous sommes venus sans rien apporter. Donc c'est de l'aide que nous sollicitons. Mohamed Pafanam est aussi enregistré sur la liste des personnes déplacées internes. Et cela fait maintenant 2 ans qu'il a trouvé refuge ici à Kaya. Originaire du village de Djouama, dans la commune rurale de Pensa, son cauchemar a commencé lorsque les groupes armés ont visité son village. Les moins chanceux, selon lui, ont tout simplement été abattus. Quand ils viennent trouver un homme dans le village, on le tue, sauf les femmes. Ils ont vraiment exécuté la population. Depuis plus de 3 mois, au moins 40 personnes ont été tuées et laissées dans la nature. On a tout fait pour récupérer les corps en vain. Ils ont tout détruit et c'est ainsi. Tout comme Namixma, le village de Djouama, dans la commune de Pensa, est une localité où les populations restent sur place subissent fréquemment la loi des groupes armés. Et désormais, les personnes déplacées internes à Kaya et environnants, explique Mohamed Pafanam, ont le regard tourné vers les nouvelles autorités du Burkina Faso. On mange et on boit ici. Souvent même, on nous donne de l'argent. Mais tout ce que nous voulons est que les autorités récupèrent Dablo pour que nous puissions retourner chez nous. Que Dieu leur donne la force de nous accompagner comme il faut. Ce 7 mars, lors de la rentrée gouvernementale, Dr Albert Ouedraogo, Premier ministre de la Transition, a rappelé que les priorités de son gouvernement restent la lutte contre les groupes armés et le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine. L'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque était face à la presse hier à Ouagadougou. Elle dénonce un abus d'autorité avec intention de nuire de la part du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle affirme des pénalités dans le cadre des nouveaux cahiers de charges établis par son ministre de tutelle. L'Union interpelle les autorités à la levée de ces sanctions, sans quoi elle se verra employer tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Précision dans ce reportage de Fatima Tankima. Le 19 octobre 2020, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque UNEPEL recevait une lettre du ministère de l'Enseignement supérieur l'informant d'opérer un seul choix de formation à compter de l'année 2021-2022. Alors qu'elle était en négociation avec son ministère de tutelle pour trouver solution à cette difficulté, l'Union dit subit des sanctions de la part du secrétaire général du ministère après les événements du 24 janvier 2022. IPS a reçu un avis de pénalité allant de 1 600 000 à 4 800 000. Nous constatons aussi la poursuite des blocage des visas de publicité pour les IPS, pour empêcher les IPS de communiquer sur leur offre de formation, blocage des dossiers d'ouverture de nouvelles filières pour freiner le développement des IPS, l'exigence que les IPS choisissent un seul domaine et ne recrutent plus dans les autres domaines. Ce sont des sanctions totalement illégales selon l'UNEPEL. Elle dénonce une contradiction entre l'arrêté portant cahier de charges et le dernier décret portant organisation des établissements d'enseignement privé laïque. Elle dit donc ne pas être dans la possibilité de répondre aux exigences du ministère. Nous rappelons qu'aucune filière n'a été ouverte sans l'autorisation du ministère de tutelle et les arrêtés d'autorisation n'ont pas été rapportés ou annulés. Les IPS ne sont pas membres du RESAO, mais du CAMES. Et les diplômes incriminés par le ministère sont pour la plupart reconnus par le CAMES. Les IPS ont contracté des crédits, ont fait des investissements et ont recruté du personnel. Et le personnel ne doit pas et ne peut pas être licencié du jour au lendemain sans respect du code du travail. Les crédits aussi
doivent être remboursés. Selon les représentants de l'UNEPEL, l'État doit des frais de scolarité de plus de 2 milliards de francs CFA aux établissements privés. Et au lieu de songer à régler cette dette, il les inflige des pénalités financières. Cette conférence de presse a aussi servi de cadre pour l'UNEPEL de lancer un cri de cœur et de faire des doléances à l'endroit des nouvelles autorités. Il s'agit entre autres de la levée des sanctions qui pèsent sur ses membres. Cette structure souhaite également que le dialogue soit privilégié, seul gage pour relever les défis du système éducatif burkinabé. L'UNEPEL a aussi demandé à ses membres de n'entreprendre aucune action qui va nuire aux élèves et étudiants et à se tenir prêts pour des actions futures, si toutefois les sanctions ne sont pas levées. Ils seront finalement 12 candidats à avoir un bulletin de vote à leur nom le 10 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle en France. Le président du Conseil constitutionnel a dévoilé ce lundi 7 mars la liste officielle des candidats ayant obtenu leurs 500 parrainages d'élus nécessaires pour entrer dans la course à l'Élysée. Le vainqueur sera désigné à l'issue du second tour le 24 avril prochain. La campagne de l'élection présidentielle en France entre dans le vif du sujet. Le Conseil constitutionnel a dévoilé officiellement ce lundi la liste des candidats ayant obtenu les 500 parrainages requis pour participer au scrutin. Dont, au total, 65 noms ont été proposés à la candidature. Nous avons contrôlé lesquels avaient obtenu plus de 500 parrainages provenant d'au moins 30 départements. Ils sont au nombre de 12. L'incertitude planait encore quant à la participation de Philippe Poutou. Le leader du nouveau parti anticapitaliste a finalement eu ses 500 signatures, alors qu'il lui en manquait encore une soixantaine peu avant la date limite. Philippe Poutou, un ouvrier syndicaliste, participe à sa 3e élection présidentielle. Tout comme Nathalie Arthaud, autre représentante de l'extrême gauche, autre voix hostile au système capitaliste, responsable selon elle de l'injustice sociale et d'inégalités grandissantes. À gauche également, Fabien Roussel, qui incarne le renouveau du Parti communiste français, ou encore Jean-Luc Mélenchon, qui a reçu le soutien de la primaire populaire après le retrait de Christiane Taubira. Quant au Parti socialiste, il sera représenté par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se présente comme l'alternative face aux tenants du libéralisme et des extrêmes. Elle entend porter une voix social-démocrate et écologiste et espère répéter les succès de ses amis sociodémocrates en Allemagne, au Portugal et en Espagne. Quant aux Verts, représentés par le député européen Yannick Jadot, ils espèrent capitaliser sur leur succès aux élections européennes où ils étaient arrivés en 3e place. D'autant que la question climatique et énergétique n'a jamais été autant au cœur du débat de société. Déjà candidat en 2017, Jean Lassalle va lui à nouveau défendre la voie de la ruralité, de l'agriculture et de la France profonde face à un modèle économique qui brise, selon lui, la société. À droite, Valérie Pécresse du parti Les Républicains joue des coudes avec ses rivaux à l'extrême droite, Éric Zemmour du parti Reconquête et Marine Le Pen du Rassemblement national. Sans oublier le candidat souverainiste et eurosceptique Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Au milieu de la mêlée, Emmanuel Macron vise un nouveau mandat de 5 ans. En tout donc 12 candidats, d'un côté les favoris et représentants des grands partis politiques, de l'autre les outsiders qui, à défaut de croire en la victoire finale, espèrent peser sur le débat politique. Tous ont rendez-vous le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle et le 24 avril pour le second tour. Cette campagne électorale a d'ores et déjà été chamboulée par la guerre en Ukraine. Football, 18e journée de la Ligue 1 Lonabé pour terminer. L'ASK en déplacement à Ouagadougou a tenu en échec le Rice Club du Kadiogo au stade Issouf Joseph Konombo. En quête de points pour assurer le maintien en Ligue 1, l'équipe de Koupela face au Faucon obtient un point après un score de 0 but partout. Un point qui lui permet d'avoir l'espoir de quitter la zone de relégation. Assamitiam Toré. Imbattu depuis le retour de la 2e phase, l'ASK a tenu tête au Faucon du Kadiogo. Les jeunes de Koupela, déterminés pour obtenir le maintien en Ligue 1, se sont métamorphosés depuis 3 journées. Dirigé par Drissa Ouedraogo, pour cette 18e journée, il fallait plus pour le RCK de Amadou Sampo pour briser la miraille de l'ASK. En première période, il y a eu quelques rares occasions à l'image de cette tentative du RCK qui manque de finition.
L'ASK sur cette balle arrêtée, renvoyée par la défense, sonne à la suite l'alerte. Mais sur ce coup, Babayoure Sawadgo, après avoir sauvé sa cage, est obligé de sortir sur civière. 0 but partout à la pause. En seconde période, c'était le même scénario. Rien à signaler jusqu'à quelques minutes de la fin. Le RCK gagne la balle de match, mais manque de lucidité pour achever l'action. Score nul et vierge au coup de sifflet final de l'arbitre. Un point bon à prendre pour Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'ASK. Le score nul et vierge, je pense que c'est un bon point à prendre pour les deux équipes. Là, c'est vrai qu'ils nous ont acculés, ce n'était pas simple. Nous savons que quand nous venons à Ouagadougou, on dit que c'est une équipe de province. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ils nous prendront au sérieux. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes que c'est faisable. Il y a de la place. Il y a de la place parce que quand on regarde toutes les équipes jouer, c'est à peu près le même niveau. Maintenant, la différence, c'est ce qu'il y a autour, l'environnement, je veux dire, la motivation qui fait la différence entre les équipes. Sinon, on a à peu près le même niveau. Et quand je suis rentré à la mi-temps dans les vestiaires, je leur ai dit de ne pas baisser les bras. Voilà. Et si on arrive à faire un nul, c'est bon. Si on gagne, c'est un bonus. Et ça va, on aura un pied pour le maintien. Du côté du RCK, l'entraîneur n'est visiblement pas satisfait du résultat. Selon lui, l'adversaire a bien joué son coup. On a travaillé en attaque placée et je pense qu'à ce niveau aussi, il faut comprendre que c'est l'intelligence des jeux qui fait la parité des choses. Donc, c'est le mal de notre football burkinabé quand on est en situation d'attaque placée. Voilà, c'est compliqué. Donc, on a été très fort aussi dans la transition. Et dès la perte de balle, vous voyez que l'adversaire voulait posséder par des attaques rapides. Mais on a récupéré plus de ballons. Donc, et après, on avait été lucide et on a créé quelques situations où on pouvait faire mousse. Quand vous regardez encore à la dernière minute, c'était une occasion de but et la jeunesse est là. Et il fallait être lucide parce que c'est les 90e minutes et pouvoir bien cadrer le ballon. Et après aussi, on a essayé de travailler pour mettre une attaque aussi à outrance. On a joué en 4-2-4 et vers la fin pour créer aussi des situations. Et voilà, ça ne nous a pas permis de répartir. Mais ici, il faut se dire aussi que l'adversaire est très discipliné. Avec ce point de plus, l'ASK en 3 apparitions obtient 7 points et tout doucement s'éloigne de la zone rouge et se dirige vers le maintien. Fin de cette session. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je souhaite une très belle célébration du 8 mars à toutes les femmes. À demain 13h.